Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ces deux nouveaux épisodes, Jade Maréchal, sportive de haut niveau et membre de l'équipe de France de fleuret, nous fait l'honneur de se livrer dans deux épisodes passionnants mêlant sport et développement personnel. De l'exigence du sport de haut niveau à l'acceptation de l'échec, Jade nous donne tous ses tips pour se remobiliser et ne jamais laisser l'inconnu nous saboter. Immersion dans la vie d'une future candidate à une médaille aux Jeux Olympiques 2024. Bonne écoute. Salut Jade. Salut Jade. Merci Jade d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Eh bien, j'ai hâte, c'est avec grand plaisir. On est plus qu'excités même, je dirais, ce matin de recevoir Jade dans le podcast, puisque Jade est une sportive de haut niveau et tu es la première sportive de haut niveau qu'on reçoit dans ce podcast. Tu vas pouvoir un petit peu nous raconter toute ton expérience autour du sport, mais également à côté, puisque au-delà de ton projet sportif, tu nous en parleras, tu as un projet également business. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Jade Maréchal et en réalité, j'ai trois casquettes, on peut dire. Avant tout, je suis une athlète de haut niveau à l'escrime, en équipe de France d'escrime, et je m'entraîne à l'INSEP. Parallèlement à cela, je suis toujours étudiante en école de commerce, en Master 1 de marketing international à Cage, à Paris. Et enfin, troisième et dernière casquette, je suis conférencière en entreprise pour la performance. Donc, j'ai mon entreprise et je mets l'athlète au service du collaborateur pour performer dans sa vie professionnelle. 3 vies dans une même vie. Exactement, une vie bien remplie. Ouais, on s'ennuie pas quand on s'appelle Jade Maréchal. Alors Jade, j'imagine qu'on t'a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi l'escrime ? Alors, l'escrime, ça m'est venu de ma grande sœur. Je suis la cadette d'une famille de 6 enfants, 5 filles et un garçon. Et donc, j'ai suivi les traces de ma sœur qui en faisait avant, mais j'ai dû attendre mes 10 ans puisqu'elle ne voulait pas qu'on fasse le même sport. Mais finalement, ça m'a permis de découvrir l'escrime sous un autre angle et de rattraper mon retard très, très rapidement puisque j'ai très rapidement commencé les compétitions. Et puis l'escrime, d'un autre côté aussi, c'est un sport qui est français. À l'international, on parle français, on arbitre en français. C'est un sport qui est riche, très riche en histoire et qui est très beau, je trouve, esthétiquement. C'est un sport que j'apprécie beaucoup. Alors c'est top parce que dans cet épisode du coup on va apprendre plein de choses, on va apprendre des choses sur l'escrime, donc il y en a que ça intéressera, d'autres un petit peu moins, et on aura aussi encore une fois une deuxième casquette, enfin tes deux autres casquettes d'ailleurs, qui vont nous permettre de faire des passerelles entre le sport de haut niveau, le business, le développement personnel, bref on va apprendre plein de choses, mais on va commencer par l'escrime si tu veux bien, ton sujet de prédilection. Est-ce que tu peux juste nous briefer un petit peu sur les différentes catégories? On a entendu parler de sabre laser, enfin bref. Qu'est-ce que c'est que l'escrime ? Oui, alors l'escrime, historiquement, donc, on pratique les trois armes, l'épée, le fleuret et le sabre, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, hein, c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Et très dernièrement, l'année dernière, la saison dernière, la Fédération française d'escrime a intégré le sabre laser au sein de ses disciplines. Donc on a maintenant 4 armes à pratiquer en club. Mais alors ça c'est incroyable, donc tu peux là pratiquer du sabre laser en compétition. Complètement. Alors, pour l'instant, les règles de compétition ne sont pas complètement bien établies. Il y a les compétitions qui se passent, mais on va dire que c'est plus en interne au sein des clubs. Il n'y a pas pour l'instant d'organisation internationale qui est organisée, mais ça ne saurait tarder. Vraiment, c'est le fléau du moment avec les films Star Wars. Ça fait rêver beaucoup d'enfants. Mais voilà, entre les trois armes, la principale différence, pour faire simple et rapide, c'est la zone de touche. Au fleuret, on va toucher la zone la plus restreinte, le buste et le dos, puisque c'est une arme de précision. On commence par le fleuret pour apprendre à être précis. Même historiquement, dans les duels, on s'entraînait au fleuret. Ensuite, l'épée, qui est l'arme de duel à proprement parler, puisqu'on touche de la tête aux pieds.
Le but était donc de tuer son adversaire, donc on pouvait le tuer par n'importe quel endroit du corps. Et enfin, le sabre, qui est une arme de cavalerie, donc on l'a pratiqué à cheval. Et pour ne pas sabrer son cheval, on a décidé de toucher toutes les surfaces au-dessus des hanches, bras et tête comprises. Ok. Et comment on en vient à choisir sa catégorie du coup? Comment ça se fait que tu as choisi le fleuret? Eh bien, dans tous les clubs, généralement, on commence au fleuret. On a gardé cette tradition. Et après, c'est en fonction des maîtres d'armes qui enseignent. Certains ont des préférences. Et puis, certaines armes sont plus pratiquées en compétition dans certains clubs. Moi, j'ai commencé au club de Bordeaux, au bec escrime. Et c'est vrai que le fleuret était l'arme de prédilection en compétition. Et moi, je suis compétitive. Je voulais absolument faire du fleuret. Tu nous as dit du coup que tu avais suivi ta grande sœur. Elle en a pratiqué également à un niveau pro? Alors, elle a fait des championnats de France, tout à fait. Elle a pratiqué jusqu'au niveau international. Elle a fait peut-être 1 ou 2 compétitions. Mais voilà, j'ai repris le flambeau et c'est vrai que lorsqu'elle a arrêté, elle a arrêté assez jeune. Donc, pas d'occasion pour elle de chercher de plus grandes performances à l'international. Mais on va dire qu'elle m'a bien lancée. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé en suivant ces traces, tu avais directement cette envie de compétition ou c'était vraiment pour le plaisir au début? Bah, je pense que quand on est la dernière d'une famille, bien remplie comme ça, on a envie de rattraper ses grandes sœurs, dans à peu près toutes les activités que je faisais. Donc j'ai toujours eu cet esprit de compétition, même à l'école, j'avais envie d'être première partout. Donc très vite, j'ai eu envie de m'opposer à des adversaires et à gagner, à remporter des coupes et des médailles. Donc voilà, dès ma 2e année d'escrime, j'étais en compétition. Et c'est ce qui m'anime, depuis toujours et c'est ce pourquoi je fais du sport, aujourd'hui. Et alors comment on fait du coup pour devenir escrimeuse professionnelle? Eh bien, pour devenir escrimeuse, déjà, on va en club et il y en a plein des clubs, vraiment. C'est un sport qui est de plus en plus développé en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'escrime est un sport qui rapporte à chaque Olympiade le plus de médailles à la France. Donc, c'est vraiment un sport qui est français et qui est dans l'histoire même de notre pays. Et on est vraiment fort dans cette pratique. Donc, il faut pratiquer de l'escrime. Et puis ensuite, pour passer du loisir à la compétition et la compétition de très haut niveau, eh bien, on passe des étapes. D'abord départementales, régionales. Ensuite, on peut intégrer des structures régionales qui s'appellent des CREFED, chose que j'ai faite. Je suis allée au CREFED de Bordeaux. Puis des pôles France. Il y en a un petit nombre en France. Et enfin, l'INSEP. Donc l'INSEP que j'ai intégré la saison dernière. Là, c'est voilà, l'étape importante pour accéder au très haut niveau, puisqu'on s'oppose tous les jours aux meilleurs Français et Françaises dans une enceinte absolument parfaite qui nous met à disposition des infrastructures très modernes. On est mélangé avec des tas d'athlètes qui viennent de différents sports amateurs olympiques. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne, en tout cas comme un athlète de haut niveau. Qu'est-ce que ça fait de pratiquer dans la même structure que tous les plus grands champions que les équipes de France olympiques ont vu passer? Ça doit faire bizarre. Oui, c'est sûr, et on se rend compte que on veut tous la même chose. Donc, mine de rien, même si ça m'est arrivé de faire un footing à côté de Teddy Riner, c'est juste impressionnant. Mais au final, on se dit, ok, bah, il est avec moi dans le couloir d'à côté sur la piste d'athlée et il veut performer en fait, comme tout le monde ici. Donc, d'un côté, ça banalise un petit peu le sport de haut niveau parce que quand on est dans son petit club, ben, on est tout seul généralement, ou on est un petit groupe, une dizaine à vouloir aller aux Jeux Olympiques. Puis quand on arrive ici, c'est le rêve de tout le monde. Donc il y a beaucoup d'échanges, on apprend beaucoup tous ensemble et ça donne des étoiles dans les yeux. Du coup, quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de sportif de haut niveau? Bien sûr, j'ai commencé donc le haut niveau, on va dire, en junior, il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans. J'ai commencé à intégrer les équipes de France en junior. Ça a été là pour moi le début de mon rêve olympique. J'ai commencé à rêver grand à cet âge-là. J'ai d'abord gagné des compétitions départementales, régionales, enfin, plus facilement que nos compétitions d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai décidé de m'entourer d'un staff
pour atteindre eh bien encore plus de performances, avoir plus de résultats. J'ai commencé à me rapprocher d'un préparateur mental, d'un nutritionniste, diététicien. J'ai eu tout un staff médical, un kiné, un ostéo. Tout ça pour chercher le petit détail en plus qui va faire qu'on devient de plus en plus fort. J'ai fait de la boxe, je suis allée voir une hypnotiseuse. Enfin bref, on cherche un petit peu à avoir de plus en plus de compétences pour atteindre de plus hauts sommets. Et puis après, j'ai intégré le groupe senior il y a 2 ans maintenant, c'est-à-dire que je fais des compétitions seniors à l'international. J'ai fait des championnats d'Europe et du monde également en junior. Voilà, ça fait 3 ans que je suis dans le haut niveau sur l'échelle internationale. T'as un palmarès dont t'es particulièrement fier? Là où je suis le plus fière, très souvent, c'est des compétitions par équipe. C'est une discipline, enfin en tout cas une compétition que j'adore. J'adore partager cet événement avec mes coéquipières. On est 4 dans une équipe de France d'escrime. Ça fait quand même 4 individualités, c'est pas toujours facile. Il y a, comme dans une entreprise, on doit fédérer un groupe. Évidemment, il est plus petit qu'en entreprise, donc ça reste des enjeux qui sont plus atteignables. Mais la veille, on est adversaire en compétition individuelle, puis le lendemain, on est par équipe. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont compliqués. Mais lorsque la victoire est à la clé, on partage ça, c'est décuplé, c'est génial, on se supporte. C'est là où j'ai mes plus beaux souvenirs. On a fait 4e au championnat du monde. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Par équipe en club, on a gagné les championnats de France. Ça aussi, c'était juste génial. Donc voilà, les Jeux Olympiques, pour l'instant, je les rêve par équipe parce que c'est là où je me sens le plus confortable et c'est là où j'adore pratiquer mon sport. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, j'imagine, ce souvenir incroyable de la première fois où tu as revêtu la tunique bleu, blanc, rouge? Oui, alors chez nous, c'est des drapeaux. En fait, on met un petit drapeau bleu, blanc, rouge sur les cuisses. Et ce jour-là, lorsqu'on a le droit de broder ou de coudre ces drapeaux, on sent qu'il y a en tout cas une marche d'accompli en plus. Quand on est jeune, on a l'impression que c'est une fin en soi. On rêve du bleu, blanc, rouge, on rêve de l'INSEP. Puis plus on grandit, plus on se rend compte que c'est simplement un passage. Mais quel passage, c'est vraiment super de représenter un pays à l'étranger. Alors pour la petite anecdote, je me souviens très bien du jour où je l'ai annoncé à ma maman. Ça a été une phase importante pour moi parce que mes parents ont un rôle immense dans ma carrière sportive. Et alors j'étais en cours et j'avais pris mon portable parce que je savais que les sélections allaient arriver. Donc oui, j'avais pris mon portable ce jour-là, si mon prof m'écoute. Et j'ai regardé, j'ai donc vu que j'étais sélectionnée. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit je suis en équipe de France. Je l'ai pliée et puis à la sortie de l'école, j'ai dit à ma maman qui m'attendait comme tous les jours devant le portail, eh ben viens, on va prendre un café et j'ai quelque chose à t'annoncer. Et puis je lui ai donné le papier assis à une terrasse d'un café et voilà, je verrai toujours son sourire, sa fierté dans ses yeux et ça m'a marqué vraiment pour le restant de mes jours. Et je m'en rappelle parfois quand j'ai besoin de me rappeler les belles étapes de ma carrière d'athlète. Je pense que ton prof te pardonnera d'avoir pris ton téléphone avec toi ce jour-là. Ouais, j'espère bien. Ouais, c'est trop beau. Ok, on va rester dans les meilleurs souvenirs. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de compète qui te vient là? C'est la première fois où je monte sur une première marche chez les grands. Et en plus, donc, ce jour-là, c'était ma première Marseillaise. Donc forcément des petits frissons parce que voilà, je suis assez patriote, j'aime bien la France, donc forcément quand j'entends son hymne et que je me dis que j'y ai contribué, j'étais très fière ce jour-là et j'ai célébré avec ma famille, mon coach et mon club, donc encore une fois ça s'est décuplé, donc voilà, meilleur souvenir en tout cas qui est assez lointain finalement. Mais magnifique. Et à l'inverse, un plus compliqué? Plus compliqué, ben, je vais reparler de cette 4e place au championnat du monde. Ce sont mes premiers championnats du monde. Première fois où je découvre cette scène internationale splendide, c'était à Toruń. Donc ça reste une belle place, l'une des meilleures depuis pas mal d'années pour le fleuret dames. Mais c'est une médaille en chocolat. Et la déception était quand même très très grande. On avait une équipe qui pouvait aspirer à la médaille. Donc sur le coup, grosse déception. Mais ça a été pour moi la fois où je me suis rendu compte que
bah, en fait, j'ai appris énormément à cette compétition. Je me suis rendu compte des points que j'avais à travailler. Je me suis rendu compte, bah, en fait, qu'est-ce que c'est d'avoir un énorme échec. Et j'ai beaucoup échangé avec mon préparateur mental de cette compétition-là. Et on a découvert que bah, ça a été un point de départ dans mon évolution mentale, psychologique, qui a été un vrai tremplin vers de nouveaux résultats par la suite. Pour les gens qui nous écoutent et qui découvrent peut-être l'escrime, bon, j'imagine que tout le monde connaît l'escrime, mais qui découvrent un peu plus en profondeur, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui auraient envie de s'y mettre ou qui auraient envie de mettre leurs enfants peut-être à la rentrée prochaine? Est-ce que c'est un sport cher? Est-ce que c'est facilement accessible? L'escrime, c'est un sport cher, oui, ça c'est sûr, parce que on a une tenue déjà qui est super lourde, donc on a plein de couches de vêtements. Le fleuret, c'est une arme qui est lourde, c'est en métal. Bref, ça coûte cher, c'est vrai, c'est un investissement. Mais en club, on met plein de choses en place pour que voilà, il y ait de la location, donc c'est vraiment très accessible pour tout le monde. Mais moi, je dirais surtout que l'escrime, c'est un sport complet. Tant sur le plan physique, on travaille toutes les parties du corps, que sur le plan mental, parce que on ne se bat pas que contre un chrono, on se bat contre soi-même, contre l'adversaire, contre l'arbitre. Ça fait beaucoup de paramètres. Et puis, c'est un sport qui apporte énormément de valeur. Ça reste un sport de combat, donc tout comme le judo, ben, il y a des valeurs de respect, beaucoup de règles de respect par rapport à l'adversaire et à l'arbitre. Et on va apprendre beaucoup de valeurs qui sont en lien avec le sport de combat, la résilience, la prise de risque, tant de belles compétences qui sont mises à épreuve à l'escrime. Est-ce qu'on peut en vivre de l'escrime? On peut en vivre complètement, beaucoup des retombées, en fait, des retombées médiatiques en post-carrière. Ça reste un sport amateur, donc pendant la carrière, non, moi, je gagne, j'ai de la chance de pouvoir retirer un bénéfice financier de la part de mon club parce que j'ai un club parisien qui se donne les moyens d'aider ses athlètes, mais c'est pas toujours le cas et pour cela, il faut avoir un double projet. C'est pourquoi j'ai ces fameuses double et triple casquettes. Eh ben justement, tu vas nous en parler juste après. C'est quoi du coup les sacrifices que tu as dû faire? Est-ce qu'il s'est passé des choses complètement inattendues qui étaient absolument pas prévues pour toi? Oui, je vais parler de mes études. J'ai choisi de conserver la voie classique. Je ne suis jamais allée en sport-études. Ça, c'est beaucoup grâce à mes parents qui m'ont beaucoup aidée dans mes années scolaires. Mais quand j'ai intégré l'INSEP, j'étais donc à Bordeaux les 3 premières années de mes études à Ketch Bordeaux. Et quand j'ai dû intégrer l'INSEP et monter sur Paris, j'ai dû faire une année transitoire dans une autre école parisienne parce que j'avais pas pu finir mon cursus à Bordeaux, donc je suis passée à l'ESG, une autre école de commerce. Donc ça m'a fait faire beaucoup de sacrifices dans mon cursus scolaire. Donc ça, c'est voilà, c'est le paramètre principal. Mais sinon, bah, à ça, on ajoute tout ce qu'englobe une vie sportive avec son hygiène de vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, je suis très organisée et j'aime bien être dans un cadre que je maîtrise. Et donc, j'aime bien me donner à fond dans ce que je fais. Donc, bah, forcément, je ne connais pas beaucoup les soirées d'école de commerce. J'en ai fait une au tout début, mais voilà, ma vie sociale étudiante, c'est vrai, est mise à prix. Mais bon, parallèlement à ça, je vis tellement de choses incroyables dans le sport que je changerais ma vie pour rien au monde. Comment tu as choisi ta voie du coup pour tes deuxième et troisième casquettes à côté de l'escrime? Eh bien, j'ai une formation, on va dire, de ma famille maraîchale qui est assez commerçante. Mon papa a une fibre, voilà, il est très communicant, très avenant et on a été pas mal baignés dans ce bain-là dans ma famille. Donc j'avais tout de suite envie d'entrer dans cette branche-là, échanger avec le monde, entreprendre beaucoup. Donc j'ai intégré assez logiquement une fibre commerciale. Et puis en ce qui concerne les conférences, et bien là c'est grâce à mon sport puisque pour financer mes saisons, j'ai dû trouver une solution pour récolter des fonds et pour impliquer dans ma carrière des entreprises. Et je me disais, bah, tiens Jade, qu'est-ce que tu peux faire en échange d'une aide financière des entreprises?
Et j'ai commencé à parler de ma carrière. J'intervenais chez mes partenaires pour raconter ce que je faisais tout simplement au quotidien. Et je me suis rendu compte que ça intéressait et que des chefs d'entreprise m'appelaient pour me dire, bah, tiens, est-ce que tu peux venir dans un mois, je fais un kick-off avec mon entreprise, est-ce que tu peux venir raconter ce que c'est que le sport de haut niveau? Et j'y ai pris goût et je me suis dit que j'allais en faire une activité à part entière. Et c'est ainsi que j'ai créé mon entreprise il y a 1 an. Hyper intéressant, j'imagine, pour toi aussi, d'intervenir devant des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience et de partager la tienne. En quoi le sport de haut niveau, ça t'aide pour ça? Déjà, j'ai 21 ans, donc la première fois où j'intervenais auprès d'entreprises, de collaborateurs qui ont parfois 30, 40 ans de plus que moi, c'était impressionnant. Et je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Ils ont plein d'expériences en plus vécues que moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur transmettre? Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon domaine, je pouvais apporter beaucoup. Et lors d'une conférence, il y a beaucoup d'échanges et que eux, dans leur domaine, ils m'apportaient aussi. Ça m'a bien sûr développé ma confiance en soi. Je parlais devant une assemblée de 600 personnes. Forcément, on apprend à relativiser, à être concentré sur le moment présent et à se dire, bon, bah, tu es là pour une tâche. Les gens te font confiance pour parler du sport de haut niveau. Tu sais faire, c'est ta compétence. Que tu aies 20 ans ou 30 ans, c'est la même chose. Tu peux parler de ça. Et en plus, ma valeur ajoutée par rapport à d'autres conférenciers qui seraient en post-carrière sportive, c'est que moi, je suis dans le jus, en fait. Donc, ce dont je parle, c'est du concret. Je le vis encore. Quand je dis que j'ai des échecs, bah, je suis en plein dedans. Quand je dis que je prends un risque, je prends tous les jours un risque. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui intéresse les entreprises chez qui j'interviens. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime dans la conférence. Puis alors, par rapport à ta deuxième question sur comment le sport de haut niveau m'aide à intervenir dans les entreprises, eh bien, c'est toutes les valeurs dont j'ai parlé au début, la résilience, le partage, la communication que je mets en place tous les jours avec mes coachs et mes collègues d'équipe ou mes collègues d'entraînement. Bah là, pareil, je le mets à profit dans mon activité professionnelle. J'apprends à communiquer, à utiliser les bons mots lorsque j'interviens. Juste pour teaser un petit peu l'épisode de la semaine prochaine, est-ce que tu peux nous donner les grandes thématiques que tu traites justement sur lesquelles tu peux apporter ta valeur ajoutée? Je donne des clés qu'un athlète de haut niveau utilise au quotidien dans son entraînement, dans ses compétitions, pour les mettre à profit dans le monde de l'entreprise. Concrètement, je dis que nous, on est des athlètes, de la même manière qu'un collaborateur, c'est un membre clé dans une entreprise. On fait tous les deux face à l'adversité. Moi, un adversaire et lui, un concurrent. On évolue dans un marché, moi sur une piste, lui dans un marché économique, et on cherche à toucher, lui une cible, moi l'adversaire. Donc il y a beaucoup de parallèles comme ça qu'on peut faire, et j'en passe. Donc, eh bien, je parle de thématiques allant de la gestion d'échecs à comment mettre en place un objectif. Je parle d'organisation, je parle de prise de risque, de résilience, d'hygiène de vie, tout ce que moi je mets en place au quotidien, comment gérer un échec qui peut intéresser un salarié dans une entreprise. Une vraie mine d'or. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter l'épisode 2 qui arrivera la semaine prochaine, puisque Jade reste avec nous pour nous partager tous ces tips, tous les parallèles qu'il va y avoir entre le haut niveau et le monde de l'entreprise. On va terminer ce premier épisode avec le traditionnel jeu du tu préfères. Allez, c'est parti, je suis prête. Première question, si tu devais choisir, est-ce que tu préférais une médaille d'argent au jeu ou être championne du monde? Une médaille d'argent aux Jeux. Les Jeux Olympiques, c'est une compète qui est complètement à part et c'est une expérience folle à vivre. Donc ouais, aux Jeux Olympiques. Et la deuxième, est-ce que tu préférerais vivre tout juste de l'escrime ou aisément d'une vie professionnelle plus classique? Waouh! Mais là, c'est une question. J'aimerais dire que voilà, jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, évidemment, vivre tout juste de l'escrime parce que c'est ce qui m'anime et j'aurais beaucoup de mal à arrêter. Ouais, je dirais tout juste de l'escrime jusqu'à atteindre mon objectif. La passion avant toute chose. Exactement. Et bah Jade, on te remercie pour ce premier épisode qui était fort intéressant. J'imagine que vous avez appris plein de choses derrière vos téléphones, vos écrans sur la pratique de l'escrime. On retrouve Jade la semaine prochaine
pour toutes les thématiques qu'on a abordées ensemble, avec les liens avec la vie professionnelle. Merci Jade. Merci à vous, merci. Merci. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.